Donc si tu veux, il y avait leur douche là et l'autre là, il n'y avait pas de toit sur les douches. C'était pas fermé en haut. Donc en fait, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient arraché des morceaux de sol et des morceaux de mur et ils nous ont lapidés. Ils nous ont envoyé des trucs, tu vois. Alors eux, ça les faisait marrer, bien entendu. Mais là, tu sers le point très fort et les dents très fort. Tu ne pètes pas un câble parce que tu sais qu'ils ça part en table générale avec personne pour nous séparer, c'est la guerre à mort. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on prend sur nous, mais derrière, ne me vendez pas un multiculturalisme où on se tient tous par la main. Bon. Autre anecdote un peu glauque, je me permets de la raconter parce que c'est ça la réalité. Hein. La réalité du mondialisme, c'est ça. D'accord? Donc, tous les puceaux du réel, écoutez ce que je vous dis. Quand j'étais au collège, je faisais le championnat de France UNSS. Tu vois, tu sais que j'ai été dans le même collège que Fofana, tu sais, le centre. Ouais, j'ai joué contre lui. Enfin, je suis un peu plus âgé, j'ai fait des entraînements avec lui, Wesley Fofana. Et en fait, donc, on jouait et on allait assez loin. Et on jouait Bobigny, tu vois. Et on rentrait en quart avec eux. Et je me rappelle, on était allé jouer, c'était à Châlons en Champagne. Et on rentre à queue dans le quart. Donc déjà, on les avait battus. Et dans le quart, une tension mais vraiment monstrueux, c'est-à-dire que un silence, tu vois, parce qu'on savait que la moindre étincelle, ça allait faire tout partir. Et une chance pour la France, avait une bouteille je sais pas, d'orangina de coca, et je suis désolé de rentrer dans les détails, mais encore une fois, c'est la réalité. Que fait le mec? Il pisse dedans, d'accord? Donc une belle bouteille de pisse, il la referme et il nous la jette dessus. Donc moi, je me pose la question, je suis censé avoir quelle image des gens qui se comportent comme ça? Tu vois? Donc moi, c'est ça ma réalité. C'est ça. Et ça, c'est la réalité. Et je sais que n'ayant pas malgré tout grandi en banlieue, enfin pas en banlieue, parce que banlieue ça ne veut rien dire, d'accord? N'ayant pas grandi à proximité de cités dans lesquelles règnent l'économie parallèle, parce que c'est ça, banlieue ne veut rien dire, tu vois? Neuilly, c'est la banlieue. D'accord? Et même Montreuil, ça ne veut rien dire, parce qu'il y a des quartiers bobos à Montreuil, tu vois? Même, comment ça s'appelle? Aulnay-sous-Bois. Aulnay-sous-Bois, t'as des baraques magnifiques, tu vois? Bien sûr, Ça ne veut rien dire. Il faut parler de quartiers très précis. Moi, j'ai quand même pas grandi à côté de ces quartiers-là, mais j'ai quand même été au contact de cette réalité. Donc, il faut pas me la faire, si tu veux. Et donc, moi, pourquoi j'évoque la question de la remigration, c'est que je constate que, au quotidien, il y a deux populations qui n'ont pas envie de vivre ensemble. Et je constate même qu'il y a une population qui est assez hostile à une autre, tu vois. Les Français sont très racistes, rappelle-toi, ils sont très fachos, tu vois, ils bolossent les Français d'origine immigrée, ils les raquettent, ils les dépouillent, ils leur vendent de la drogue, enfin tu vois, les Français sont vraiment des salauds, quoi, ça c'est vraiment choquant, quoi. Hein. Donc voilà, il y a une évidence, si tu veux, c'est que il y a deux catégories de population, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, je constate qu'elles ne veulent pas vivre ensemble. Et je constate qu'au quotidien, c'est le clash. Voilà. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, officiellement, la position du pouvoir, c'est que ce problème n'existe pas? Il n'y a pas assez de ou alors, s'il y a un problème, c'est parce que vous n'êtes pas assez mélangés. Mais personne, ni d'un côté ni de l'autre, n'a envie de se mélanger en vérité. Quand on se ment pas trop. Tu vois? Pense aux gens qui sont autour de toi, enfin... La réalité que tu vois au quotidien, c'est quoi? C'est ça, on le sait tous en vérité, on le sait tous. Il n'y a que les puceaux du réel qui l'ignorent, parce que ce sont des bourgeois blancs qui vivent entre bourgeois blancs. Tu vois? Ou des bourgeois jacobins d'ailleurs, très souvent, qui vivent entre bourgeois jacobins. Voilà. Donc, pour moi, la remigration, de toute façon, est vitale pour la France. Tu sais, je te parlais de la Courneuve. Très concrètement, si la réalité qu'il y a à la Courneuve venait à s'étendre sur la France n'existerait plus. Donc par définition, sans immigration, la France ne survivra pas. C'est évident. C'est évident. mais la remigration, alors, parce que toi tu vois ça comme un phénomène donc il va s'imposer naturellement. Je pense, oui. Est-ce que tu penses que ça pourrait être violent? Parce que c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait très peur. Mais ça fait peur à moi aussi. Même beaucoup de gens, voilà, c'est ce qui fait peur de se dire quoi, on va mettre les gens dehors, ça va se transformer en Netanyahou, quoi. Allez, tu dégages. Non, parce que quand on mettra la charte et on dira les mecs, c'est ça qu'il faut respecter pour être en France, moi je pense qu'il y en a beaucoup qui signeront pas. Hein. Je pense vraiment qu'il y en a beaucoup qui signeront pas. Tu vois? Mais vraiment, on le fait, mais la charte drastique. Hein. De toute façon, la situation, mais dans un tel état, et la situation qui ne fait d'ailleurs que qui fait que, tu vois, les choses ne s'améliorent pas avec le temps, va appeler des mesures radicales quand on se ment pas trop. Donc les mesures, la charte sera tellement serrée que là, on saura qui est acquis ou pas à la cause française, avec tout ce que ça implique d'héritage spirituel de la France, etc.
si tu veux. Toi, tu es sensible à des démarches comme celle de Kémy Séba qui retourne en Afrique, qui a un peu j'ai presque envie de dire le prémisse de ce que tu dis là. Kémy Séba, je vais te dire, bon, je suis pas un spécialiste de Kémy Séba parce que j'ai pas lu ses bouquins. Disons que dans la démarche, en tout cas, il dit je vais au bout de ma démarche, je ne veux pas. Justement, lui, c'est un peu le Ouria Boutedja, mais qui se dit puisque je ne veux pas vivre ici, machin, je vais là-bas. Je reviens. Non, mais il a le mérite de la cohérence, Kémy Séba. Après, je suis pas convaincu que ce soit un ami de la France, tu vois. Après, je vais pas lui faire. Non, il se déclare pas spécialement ami de la France, je te confirme. C'est vrai. Après, je vais pas lui faire de procès d'intention parce que je ne le connais pas. Je ne le connais pas personnellement et j'ai pas lu ses bouquins. Donc, j'ai vraiment une vision de Kémy Séba, si tu veux, qui est très. J'ai pas les cartes pour en parler. Maintenant, le fait qu'il soit retourné dans son pays d'origine, je dis, parce que moi j'ai connu Kémy Séba à l'époque où il crachait sur la France et compagnie, et quand il disait qu'il rentrait en Afrique, je me suis dit encore un qui a une grande gueule et qu'il restera en France toute sa vie. Je constate que ça n'a pas été le cas et qu'il a eu le mérite de la cohérence et il a mis en pratique ses actes. Parce que on en connaît, je pense que toi aussi t'en connais, les grandes gueules qui nous disent la France est de la merde, vive le bled et compagnie. Je dis très bien, mais bon, faut être cohérent, il faut aller au bout. Ouais, mais moi, depuis que je suis jeune, j'ai été confronté aussi à ces problèmes-là avec des amis qui disent oui, la France c'est pourri, nique la France, etc. Et quand tu leur dis, retourne, casse-toi. Et ils te disent oui, mais attention, non, la France elle est venue coloniser chez moi, donc moi maintenant je reprends ma part ici. Ça, c'est une rhétorique. Eh bien, les gens qui disent cela, je l'ai entendu d'ailleurs également, valident mes propos quand je parle de contre-colonisation. Ils sont dans une logique vindicative de contre-colonisation. Et ça, le puceau de gauche ne veut pas l'entendre, mais les gars, c'est ça la réalité. Et vous allez vous la prendre dans la gueule, mais alors à la puissance 15 000. Parce que c'est ça la réalité. C'est ça. Mais justement, est-ce que la gauche aussi, elle n'a pas encouragé ce discours ? Est-ce qu'elle n'a pas un peu cautionné tout ça ? Mais bien sûr que oui. Et pourquoi elle l'a fait ? Parce qu'elle veut défranciser la France, elle veut déraciner la France. Donc si tu veux, la gauche a plusieurs instruments pour changer ce socle civilisationnel. Il y a la déchristianisation, tu vois, avec tout ce que ça implique d'athéisme, de lumière et compagnie. Et l'immigration, c'est parfait. On remplace les populations. La Courneuve, il faut se lever de bonne heure pour trouver un Français culturel. De très bonne heure. C'est vrai. Très très bonne heure. Là, je clash la Courneuve. Là, depuis ouais, bah oui, là, tu vas te faire des amis à la Courneuve, c'est pas loin. C'est pas grave. C'est pas très grave. En plus, il y a je précise, beaucoup de gens de banlieue qui nous regardent, parce que moi, toute la journée, sûr, quand je me balade, on me dit salut, bon les gars, salut. Mais si tu veux, moi j'ai mes opinions, j'ai beaucoup de mal, si tu veux, à adapter mon langage au public. Non, mais... Et je vais te dire, je pense qu'ils préfèrent ce langage de franchise. Ils préfèrent la franchise. Non, mais c'est pour dire... Et même au-delà de la franchise, ils préfèrent les gens, je pense, qui ont ma position au paternaliste, parce qu'il n'y a rien de plus humiliant que le paternaliste. Puisque le paternaliste leur renvoie à leurs conditions d'assister. Alors que moi, je leur dis non, les mecs, vous pouvez vous démerder. Vous pouvez vous démerder. Mais pas ici. Hein. Non, parce que, voilà, alors justement, ce qu'on disait, parce que la gauche, pendant des années, on a eu un SOS Racisme, Parti Socialiste, qui ont œuvré à expliquer en fait à toute cette génération, justement, on va dire, de descendants d'immigrés, entre guillemets, les descendants de l'afro-immigration, comme on veut. En tout cas, ils leur ont expliqué. Vous êtes là, vous avez le droit d'être là parce que vos parents ont été colonisés, entre guillemets, donc vous prenez votre revanche. Et aussi, vous n'avez pas besoin de vous intégrer, et pire, vous exaltez même votre différence. C'est très bien, il y a une exaltation de la différence. Alors, en fait, jusqu'à certains points, parce que quand on a vu des voiles partout, après on a dit, ah non, mais la différence... Il y a eu un discours ambigu, c'est-à-dire qu'à la fois on exalte la différence, et à la fois on veut dire qu'ils sont français. Mais attendez, soit on est culturellement français, soit on ne l'est pas. C'est tout. Et tu sais, pour en revenir à cette question de la colonisation, c'est très intéressant. Vous avez le droit d'être là parce que vos ancêtres ont colonisé votre pays d'origine. Donc ça veut dire que les États-Unis d'Amérique ont le droit de coloniser l'Angleterre dans ce cas-là. Ça veut dire que les aborigènes d'Australie ont également le droit de coloniser. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est complètement délirant, tu vois. C'est complètement délirant. Il n'y a pas de droit à être ici ou à droit à être là. Les gens qui ont le droit à être ici sont les héritiers. Et les gens issus de l'immigration qui ont droit à être ici, entre guillemets, quand je dis droit, tu comprends ce que je veux dire, ce sont ceux qui s'inscrivent dans la généalogie française, dans le sillon français, et qui se fondent
qui se fondent véritablement dans la société française et qui se projettent comme des Français. Tu vois, ça c'est mon côté open, d'accord ? Après, je constate que dans la réalité, j'en ai pas vu des milliards. Hein. Qui souhaitent vraiment s'investir. J'en ai connu très très peu. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un chantage qui pèse aussi ? Parce que tout à l'heure, tu parlais, tu disais oui qu'il y avait un ressentiment colonial qui était très fort et qui était un peu, on va dire, presque, voilà, une espèce de, il y a un refoulement, presque une schizophrénie aussi au sein des populations à cause de ça, justement de vouloir à la fois se sentir français et à la fois d'une culture qui a été imprégnée depuis l'enfance, dans laquelle justement la France est rejetée parce que la France a un rôle d'oppresseur, de colonisateur, etc. Donc c'est un peu, c'était pas une position facile aussi pour ces gens-là, parce qu'ils se retrouvent dans une position où ils ont grandi comme ça et on leur dit bah non. C'est-à-dire que ces gens-là, objectivement, là où ce que tu dis est juste, c'est qu'objectivement ils se sont fait piéger. C'est qu'on aurait dû leur dire c'est soit l'un soit l'autre. Et on leur a fait croire qu'on pouvait mélanger l'eau et l'huile, tu vois. Donc effectivement, on leur a menti. On leur a menti. Et tu vois, quand je vois les images de Bastille, tu vois, toutes ces personnes d'origine africaine qui fêtaient la victoire de la gauche, je me dis, mais alors vous, vraiment, hein, mais vous êtes les derniers des derniers, quoi. Ces gens-là vous ont filé pendant des décennies et vous votez pour eux comme des cons et vous vous réjouissez de leur victoire. Mais vous êtes des crétins. Vous êtes vraiment des crétins, quoi. Enfin bon, bref. Ceci étant, la gauche, le crédit de la gauche a baissé ces dernières années dans la banlieue. Oui. Que ce soit... Ils perdent la main quand même. Hein. Ouais, je pense que c'est terminé même. Sincèrement, je crois que c'est fini. Parce que le discours de gauche, on va dire, allez, que j'ai presque envie de dire, le discours victimaire, genre les pauvres en banlieue, bref, ça passe plus, mais même chez les mecs de banlieue, je pense que refusent ce discours-là. Je pense que c'est surtout en ce qui concerne les questions religieuses, c'est que malgré tout, chez ces populations extra-européennes, il y a quand même, enfin, ils n'ont pas abandonné parce qu'ils n'ont pas été lumiérisés, ou ils ont été moins lumiérisés, devrais-je dire plutôt, parce qu'ils sont quand même lumiérisés en partie. Mais il y a quand même un respect du religieux et ils voient que la gauche les clash frontalement sur cette question. Et ça passe pas, très concrètement. Donc autant au municipal, ils peuvent voter pour la gauche parce qu'ils jouent la carte du communautarisme, des allocs et compagnie. Autant au point de vue national, j'attends de voir. Sincèrement... risque d'avoir des surprises. Ouais, je pense que ça va pas se passer comme ça. Alors, allez, je vais prendre des questions parce que sinon je vais me faire engueuler par les métanotes. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent Adrien, vous parlez de la gauche comme si elle était la cause de tous les maux. Ouais, c'est le cas, oui. N'est-ce pas la droite progressiste, libérale et bourgeoise qui détruit la France ? Mais la droite progressiste, libérale et bourgeoise, c'est la gauche. La droite dont on parle, dont moi je parle, n'est pas l'UMP. Si tu veux. La droite a disparu de l'échiquier politique en 1944. En fait, non, elle a disparu même au début du XXe siècle, en vérité. Tu vois. Mais si tu veux, la droite véritable, c'est-à-dire monarchiste, contre-révolutionnaire, a disparu donc au début du XXe siècle, à cause du ralliement prôné par Léon XIII notamment. Mais ce dont on me parle, c'est la gauche. L'idéologie de la bourgeoisie, c'est la gauche. Au XIXe siècle, on avait une opposition très claire entre d'un côté les bourgeois libéraux républicains qui défendaient l'économie capitaliste et de l'autre côté les légitimistes royalistes qui défendaient l'économie fondée, tu vois, l'économie terrienne. Et donc l'idéologie de la bourgeoisie, c'est la gauche. La gauche a inventé le capitalisme. Si on considère que le capitalisme, c'est le règne de l'argent, c'est la société dans laquelle la valeur suprême et la valeur et la puissance maîtresse est l'argent. C'est la gauche qui a créé le capitalisme, puisque la gauche a détruit les seules forces capables de museler l'argent, c'est-à-dire les traditions politiques et religieuses. Seul l'esprit, au sens dans lequel saint Paul l'évoque, peut museler la matière. D'accord ? Matière contre matière, l'argent gagne toujours. Seul l'esprit peut museler la matière. Or, contre qui s'acharne la gauche depuis sa naissance, parce que la gauche c'est la lumière, c'est synonyme, elle s'attaque à l'esprit, elle s'attaque aux religions, elle s'attaquait aux corporations. C'est la gauche qui a créé le capitalisme. C'est la gauche qui a livré le peuple ouvrier, si tu veux, au capital. C'est la gauche qui a détruit les corporations, qui a détruit les droits collectifs, qui a détruit les communautés de village, etc., etc., etc. Donc la gauche a créé le capitalisme. Le capitalisme sauvage est une création de la gauche. Et je me répète, parce qu'il faut que ça rentre, la gauche est capitaliste par essence. Par essence. Parce que la gauche s'attaque aux seules institutions capables de museler l'argent. Tu vois ? Et bien sûr, les guignols de l'extrême gauche se disent anticapitalistes, mais le problème, c'est qu'ils sont pour la destruction du mal, enfin du remède au mal qu'ils prétendent combattre.
C'est complètement con. Alors, il y a un mélange d'hypocrisie et de conneries, là, concrètement. Hein. J'ai envie de dire, de toute façon, la gauche rend bête, hein. Ça c'est évident. La gauche rend con. Mais ça, c'est un autre débat. Peut-être une émission qui s'appellera La gauche rend con une fois. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est quoi? C'est que l'idéologie de la bourgeoisie, c'est la gauche. Et d'ailleurs, regardez la bourgeoisie française actuelle. Enfin, une partie de la bourgeoisie française actuelle. Mais le discours qu'on entend, c'est quoi? C'est aller à l'église qu'on entend. C'est vive la France, défense de l'armée, défense de la patrie, défense de la religion. C'est pas tout à fait ça, le discours actuel. Hein. Enfin, après, peut-être que j'entends mal, tu vois. Ouais, non, je pense mais pas. voilà. Ouais. Donc, je me répète encore une fois, l'idéologie de la bourgeoisie, c'est la gauche. Au moins, alors, je vais regarder un peu les réactions. On me dit, Adrien, de quelle classe sociale tu viens? Tes parents étaient-ils gauchistes pour que tu sois comme ça aujourd'hui? Non, mes parents étaient... Alors, moi, je viens des classes moyennes, tu vois, un petit peu déclassées, suite à diverses péripéties qu'ont traversé ma famille. Après, quand j'ai connu le chômage, heureusement, je suis devenu avocat, mais là, j'ai pu me redresser un petit peu socialement. Le bon Dieu m'a filé un petit coup de pouce, tu vois. Parce que concrètement, si j'étais chômeur, j'ai fermé ma gueule. Hein. C'est clair et net. Parce que tu vois, j'aurais une telle peur de la précarité et de me faire défoncer socialement que voilà. Mais donc là, moi, tu vois, je viens des classes moyennes. Et j'ai connu un petit peu, les difficultés sociales que rencontre la jeunesse française aujourd'hui. Mais j'ai réussi à sauver ma peau socialement. Et puis c'était quoi la suite de la question? Et puis non, mes parents étaient gauchistes. Ouais, ils sont teintés de gauche, quoi. Ils étaient teintés de gauche, ouais. Mais si tu veux, ce qui est rigolo, c'est que quand on dit ça, il y a ceux qui nous disent ah bah il est devenu de droite parce que ses parents, tu vois, par réaction. Et d'un autre côté, si je dis que mes parents sont de droite, ah bah il est devenu de droite parce que ses parents l'étaient, donc tu repenses qu'il est ses parents. Bref. Non, c'était. J'ai envie de te dire, ce sont des gens de leur temps. Ce sont des Charlie, quoi. Oh. Et ça ne retire rien de l'amour que je leur porte. Et qu'il aurait dû. Mais ce sont, voilà, non, je suis, pour mes parents, je suis un extraterrestre, idéologiquement parlant, si tu veux. Oui. Donc voilà, mais je le vis pas trop mal. Hein, bon, ça va alors, j'imagine, on n'est pas les seuls. On me dit, que pensez-vous de l'influence du lobby juif sur la politique française et sa nuance sur la France au détriment du bien d'Israël? Alors déjà, il faut distinguer deux choses. Tu vois, quand on parle de lobby juif, on vise quoi précisément? On vise le CRIF. Oui, c'est essentiellement, on va dire, le lobby français, ce qu'on voit. Tu vois, c'est très intéressant. Cette question est très intéressante. Je crois que je reprends un propos de Guillaume Faye, qui était très intéressant sur la question, sur cette question sioniste. Officiellement, le discours de François Hollande aujourd'hui est pro-israélien, un devoir de mémoire sur la Shoah, et condamnation d'antisémitisme, sachant que dans l'absolu, bien entendu, tout le monde condamne les actes racistes, quels qu'ils soient. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais, bon, là, ce que je vais dire va peut-être pas plaire aux gens de banlieue, mais attendez, les mecs, les actes d'antisémitisme, ils viennent d'où, là? Franchement, on se ment pas trop, là. On se ment pas trop, on est entre nous. Les actes d'antisémitisme, si on veut vraiment lutter contre l'antisémitisme en France, qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu? Sincèrement. Quand on se ment pas trop, hein, quand on brise ce moule qu'on a dans le crâne, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que les méthodes réalisent là dans les non, pas encore. Mais de toute façon, ils ont compris ce que je veux dire. Et voilà. Et ils savent que je sais qu'ils savent. Donc, si tu veux, l'influence de les juifs, je ne dis pas qu'il n'existe pas. Il y a des réseaux pro-israéliens qui défendent leurs intérêts. Ils sont puissants. Quand même. Mais non. Il faut être très clair là-dessus. L'influence de ces gens-là n'est pas la cause, c'est l'effet. Si il y avait une France qui n'était pas civilisationnellement immunodéficiente, en gros, si on avait une France structurée par son héritage spirituel, le CRIF aurait une influence zéro. Zéro. Et de même pour la maçonnerie, et de même pour demain, pour un éventuel lobby musulman, si tu veux. Ces gens-là prospèrent de notre faiblesse et de notre nullité. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de troupe derrière, il n'y a rien. L'opinion n'est même pas avec eux, tu vois ce que je veux dire? Il est même de moins en moins, si je suis un petit peu les divers sondages, et cette opinion qu'on a autour de nous, si tu veux. Mais concrètement, tu sais, moi, il y a quand même deux petits faits historiques que je rappelle, c'est que Louis XVI a été condamné à mort par une assemblée de goïms,
Hein, et c'est De Gaulle qui a restauré l'anti-France en 1944. C'est pas le CRIF, hein, je le rappelle. Et le traité de Lisbonne, si le CRIF n'existait pas, il serait quand même passé. D'accord ? Tu vois ce que je veux dire ? Et toutes ces concessions de mondialisme qu'on a faites seraient quand même arrivées. Et je constate qu'il y a des pays européens dans lesquels il n'y a pas de juifs, dans lesquels il se passe des choses strictement analogues à la France. Tu vois ? Donc ça, c'est souvent des questions de maghrébins d'ailleurs, qui sont ce que j'appelle moi les soralo-maghrébins d'ailleurs très souvent, qui sont possédés par cette question, si tu veux, du sionisme et de l'antisionisme. Je ne dis pas que ça n'a aucune influence. On va très sincèrement, s'il n'y a pas de lobbying, je ne pense pas que François Hollande fera des déclarations pro-Israël, si tu veux. Mais dans l'absolu, la conséquence, le poids véritable que ça a dans la politique française, moi j'attends qu'on me le démontre. Hein. J'attends qu'on me démontre que c'est le CRIF qui a imposé aux députés français de voter pour le traité de Lisbonne ou de voter pour le TSCG. Tu vois ce que je veux dire ? J'attends qu'on me le démontre. Et personnellement, je crois qu'on a beaucoup de mal à me le démontrer parce que ce n'est pas le cas. Tu vois ? S'il y a besoin du CRIF pour que les collabos collaborent, je pense qu'on le fera depuis très longtemps. Mais pourtant, ils sont quand même très impliqués, on va dire, dans une chose que j'appellerais ce que tu as appelé l'antiracisme depuis tout à l'heure, justement. Il était quand même porté par ces lobbies-là. Alors ça, tu as raison. Ça, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est vrai. Mais tu constateras que, d'un autre côté, la réaction vient aussi d'une partie des élus juifs. Pour moi, ils ont tourné leur veste. Bah oui, mais c'est un peu les mêmes qui nous ont vendu ces théories antiracistes des années 80 qui aujourd'hui essaient de nous vendre l'anti-islamisme, entre guillemets. Je pense que l'anti-islamisme, c'est en partie une autre question. Mais si tu veux, ce que tu dis sur l'association antiraciste est juste. C'est factuellement juste, et je crois qu'il faut être un tartuffe pour le nier. Pour le nier, il faut être un tartuffe. Et de fait, alors là aussi où je te rejoins, c'est que la loi Pleven, si tu veux, tiens, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir articuler ton propos et le mien. Il y a des associations antiracistes qui, sur la base de la loi Pleven, limitent, réduisent le champ de la liberté d'expression. Ça, c'est incontestable. Même des gens qui viennent du système en conviennent, si tu veux. La loi Pleven, qui l'a votée ? Non, mais qui l'a votée ? Je veux dire, c'est quand même ça le fond du problème. C'est-à-dire que ces lobbies, tu parles des lobbies sionistes, enfin le méthode par les lobbies sionistes, demain on parlera peut-être dans le lobby musulman éventuel, on peut parler des loges. Tous ces réseaux de pouvoir ou ces réseaux d'influence prospèrent sur les ruines de l'héritage spirituel de la France. Et si demain ils sont restaurés, ces gens-là auront une influence égale à 0. Parce que par définition, leurs intérêts ne sont pas ceux de la France. Tu vois ? Les intérêts d'Israël sont parfaitement respectables, tu vois, mais ce ne sont pas les intérêts de la France. Les intérêts du peuple palestinien, de l'Arabie Saoudite, sont parfaitement respectables, mais ils ne sont pas les intérêts de la France. Les intérêts de la franc-poissonnerie, par contre, ceux-là ne sont pas respectables. C'est pas grave. Mais alors attends, c'était quoi ta question ? C'était oui, bah écoute. Oui, c'est un peu les mêmes personnes. Après, effectivement, tu vois, pour ne parler sans langue de bois, il y a une partie des élites juives qui a quand même remarqué que l'antisémitisme ne venait pas des Français campagnards, si tu veux. Quand on se ment pas trop, et donc effectivement, ils mettent un bémol, ils mettent un stop, ils souhaitent un stop, si tu veux, à l'immigration notamment. Mais c'est un peu hypocrite parce que c'est les mêmes pendant les années 80 qui se moquaient du français de base, du français bouffe quand même, qu'on détruit l'image du français de base un peu. Écoute, j'ai presque envie de dire l'image du blanc. Pour aller j'ai envie de te dire, c'est eux qui l'ont détruit. C'est hypocrite pour ceux qui sont passés d'un camp à un autre, si tu veux. Un mec comme Zemmour, par exemple, je pense qu'il a été quand même cohérent, tu vois. Mais effectivement, ceux qui ont un pied à la licra et qui, derrière, après, se jouent les défenseurs de la France, ne nous prenez pas pour des bouffons, quoi. Ne nous prenez pas pour des bouffons. Eh ben, on va faire une petite pause. La régie, elle est prête, évidemment. On fait la petite pause et on revient. On me dit un débat avec Farida Belgoul. Je sais pas pourquoi. Bon. Je raconte cette bouffe. Ouais, voilà. Donc, on fait la pause et on revient juste après. À vous, la régie. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours la saison 2, toujours avec Adrien Abosi. Visiblement beaucoup de réactions, Adrien. Il y a une guerre sur le chat, visiblement, il y a eu des... Ouf.
des gros, on va dire, de gros remous, tu vois, suite à tes propos. Je pensais que j'étais consensuel pourtant. Bon. Ah oui. Là, c'est voilà, on me dit voilà, diversité, oui, bien sûr, insulte gratuite, ce n'est pas nécessaire entre gens bien élevés et responsables, oui, parce que visiblement, il y a eu des gros clashs. Alors j'ai pas, voilà, bon, te vous dire, j'ai pas vu les clashs parce que je suis sur le chat question. Hein, alors le chat de questions, visiblement, il est bien modéré. D'ailleurs, voilà, on a Gaspard Gaza et réduit la révolte, Libertad, pas trop les sages. Ils ont du boulot, visiblement, ce soir, tu vois, pour gérer ce chat. Alors, je vais reprendre. Ah bon, il y a quelques questions. Ça, ils adorent. Hein. L'invité est-il sous l'influence de sa femme? Je suis pas marié. Bon, bah voilà, ça, c'est la question troll. Là, ouais, voilà, comme elle a 13, après ils vont dire pourquoi je la pose pas. Quand je dis que c'est les questions troll, y a pas de mal. Hein. Plébiscitées. Voilà. Alors, on me dit comment fait Adrien pour dire que ces Français d'origine africaine wesh wesh ont un respect de la religion quand on voit ce qu'est le rap et tout l'univers qui va avec? Ne pense-t-il pas qu'il y a aussi pas mal de Albert Ali, de Salim Laibi et de Anis Al-Feda qu'on ne voit quasiment pas du fait qu'ils sont effacés? Anis Al-Feda, je le connais très bien. Hein. C'est un très bon camarade. Ouais. Des Anis Al-Feda, moi au quotidien, je n'ai pas rencontré 15 000. Hein. Je sais pas. Non mais sincèrement. Alors peut-être existe-t-il. Je dis, je ne les ai pas rencontrés. Tu vois, je ne les ai pas rencontrés. Alors attends, je relis la question parce que on le respect de la religion. Oui. Bah oui. Enfin, si tu veux quand même vis-à-vis de leur famille, on leur a vendu quand même une bonne. Enfin, on leur a vendu une bonne image de la religion. Mais ça, c'est le paradoxe, si tu veux, des rappeurs. C'est-à-dire que d'un certain point de vue, ils valorisent un certain discours religieux pseudo-musulman, si tu veux. Alors que de l'autre côté, toutes les valeurs qu'ils propagent vont à l'encontre de cette foi qu'ils prétendent être la leur, si tu veux. Donc ça, c'est vrai que c'est une ambiguïté. Mais si tu veux, le jacobin est un schizophrène traversé par des courants contraires. Donc les afro-jacobins sont traversés par des courants contraires. Et donc oui, des contradictions et des paradoxes chez eux. C'est un peu... Alors, tu sais que... Voilà, quand on parlait du discours républicain, ces temps-ci, il y a eu beaucoup d'agressions, on va dire, évidemment, après cette affaire de Charlie, il y a eu des agressions de musulmans un peu partout en France, hein, une recrudescence. Et beaucoup de victimes qu'on a vues dans les journaux télé, à chaque fois, elles se défendaient en disant « Oui, moi, pourtant, justement, je suis les valeurs de la République. » Ah putain, c'est pas terrible ça. Parce que ça, non mais c'est une phrase qui m'a choqué parce que je la voyais revenir constamment. Ce sont des gens qui récitent la leçon qu'on leur a demandé d'apprendre. Mais attends, déjà, un préalable, bien entendu, toutes les actions violentes sont condamnables par définition, si tu veux. Tu vois, quand même, je suis pour la remigration. Je condamne toutes les actions violentes gratuites. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Après, dire je suis pour les valeurs de la République, ce n'est pas en se revendiquant de l'anti-France qu'on trouvera sa place en France et qu'on s'enracinera en France, tout simplement. Après, je pense que ce sont tout simplement des gens qui ont été dressés par des réflexes pavloviens et qui répètent ce qu'ils pensent que leur interlocuteur attend d'eux. Mais en plus, on leur a appris que quand même la France c'est la République, c'est respecter la République. Oui, alors que je précise que la République des Lumières, parce que la République ça ne veut rien dire, c'est la forme du gouvernement. Mais la République des Lumières, quand Manuel Valls parle de la République, il vise un contenu idéologique précis. La République des Lumières, je le répète à chaque fois que je viens chez vous, mais ça fait toujours bien de le dire, la République des Lumières est l'anti-France. Et je pense que je l'ai bien démontré ce soir en évoquant le projet idéologique de la gauche. Parce que tout à l'heure on évoquait, tu sais, l'influence des lobbies pro-israéliens, je veux bien, mais moi ce qui m'intéresse, c'est la question du lobby pro-lumière. Et je ne parle pas que de la franc-poissonnerie quand je parle de ça, si tu veux. Je parle d'un état d'esprit global général, qui est 1000 fois plus influent qu'un simple lobby, tu vois. Et encore une fois, la question qui doit être posée, c'est la question de notre faiblesse. Pourquoi notre colonne vertébrale est-elle si faible aujourd'hui? Pourquoi nous sommes civilisationnellement immunodéficients? C'est ça la vraie question. Bon, moi c'est mon dada, tu vois, c'est la question du déracinement. Hein. Toi, tu penses que c'est le déracinement global de cette population qui provoque... bien sûr. Mais la perte de vitalité de la France est due à son déracinement. Son déracinement, mais on va dire global, parce que, pour le coup, parce que je reprécise quand même ton propos pour que aussi les gens comprennent bien, aussi bien venant
de l'immigration africaine que des Français de souche, parce que qu'on soit bien clair, les Français de souche convertis au républicanisme, ils partagent le... Tout à fait. Moi j'ai déjà dit que je ne serais pas contre l'idée d'expulser de France aussi des gens de gauche, quoi. Puisque la haine de la France, ils l'ont aussi. Donc, mais eux, ils iraient où? Moi, ils se démerdent, j'ai envie de te dire. Ils se démerdent, mais c'est pas incohérent. Quand tu vois la haine de la France qui mue un Antifa, par exemple, ou un Bobo, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi? Qu'est-ce que tu fous là, concrètement, quoi? Et puis bon. Mais après, on te sort... Alors moi, tu sais, j'ai eu ces discussions-là, alors avec certains blancs comme ça, je tapais un peu sur les blancs. Non mais facile. C'est intéressant d'évoquer des exemples réels du quotidien. Non, bien sûr. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas les schémas. Non, mais bien sûr, parce que ça, justement, parce que tu parlais justement de, toi, tu parles souvent des puceaux du réel et de la réalité. Et effectivement, ça, c'est une réalité auquel on est confronté. Voilà, moi comme toi, comme tout le monde. Et c'est vrai que je rencontre des gens, des blancs, qui me disent, oui, mais tu vois, nous, on a été aussi un moment salaud, donc il faut pouvoir, comme une espèce de retour des choses. Alors ça s'appelle pas un blanc, ça s'appelle une baltringue, ça. Ça s'appelle. Voilà, alors là, je te dis. Non, mais c'est d'une telle connerie. Non, mais franchement, moi, si quelqu'un me dit ça, je ne perds même pas une seule seconde à essayer de convaincre, d'accord ? Le bon Dieu, peut-être, pourra lui acheter un cerveau. Tu vois, s'il en a envie. Mais je crois qu'il n'y a rien à faire là, à ce niveau-là de conneries, quoi. C'est tellement con, c'est tellement bête, c'est tellement... En fait, en pensant d'enlever un peu de son identité, on va rétablir une justice, c'est ça un peu... Non, quelle est la logique et même quel est l'intérêt, quoi. Je veux dire, Enfin voilà, donc ça s'appelle un jacobin. Donc, à part les grâces du bon Dieu, on ne peut rien faire pour eux. Moi, je ne m'adresse pas à ces personnes. Enfin, après. Je crois qu'ils sont foutus, comment on peut le. En fait, je veux dire, ça dépend du degré de couche, si tu veux, quoi. Il y en a qui sont foutus, hein, tu vois. Il y en a qui sont foutus. Il y en a qui sont sauvables. Moi, je viens à peu près de ça, tu vois. Je viens d'idéologie dominante. Donc, j'ai eu cette couche de gauche en moi, tu vois, cette couche de pas tellement politiquement correcte, parce que j'ai toujours été hermétique à ça, parce que je voyais que c'était pas conformité avec le réel, si tu veux. Mais bon, il y a des gens sauvables. Et puis ne jamais oublier une chose, c'est que ces jacobins ont une anthropologie française en eux malgré tout, si tu veux. Et donc, cette anthropologie est réveillable. Elle est réveillable. Mais il y en a d'autres qui sont tellement dans le refoulement, si tu veux, qui sont tellement dans la haine de soi, qui eux sont presque des fanatiques religieux, hein, que là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Mais bon, moi, les gens de gauche, je vais te dire, j'en fréquente plus, quoi. Ils m'emmerdent. Au quotidien, ils m'emmerdent. Parce que fondamentalement, tu t'ennuies, quoi, avec eux. Tu peux parler de rien. Ils sont structurés par des réflexes pavloviens qui les tétanisent intellectuellement, qui leur empêchent de parler de beaucoup de sujets. Ils sont très souvent incultes, parce qu'il faut abolir le passé, donc il ne faut pas s'en abreuver. Voilà, donc tu vois, je crois qu'il n'y a rien de plus chiant qu'une soirée avec des gens de gauche, quoi. Que tu es condamné à la frivolité. À moins que tu les clashes, quoi. À moins que tu les clashes. Alors tu te fais traiter de fasciste. Bon, ça s'avoue que c'est marrant, tu vois, de jouer le vilain petit canard. Moi j'ai beaucoup aimé faire ça à une époque, tu vois. Envoyer des missiles comme ça, tu vois, un petit peu politiquement correct. Mais par contre, il faut ne pas craindre l'ostracisme. On me dit, attention, à sa pique. Visiblement, Adrien ne serait pas contre que tous les 10 musulmans de France deviennent des Albert Ali et Kamel Béchik. Dans ce cas, il serait favorable à les voir rester. Mais alors, que pense-t-il de la théorie de Laurent Ozon qui parle de la substance du français et qui est à opposer à l'idée de voir rester tous les musulmans, même assimilés? Car il dit à demi-mot que malgré un effort d'assimilation culturelle, la présence et l'intégration de ces populations conduira à la perte du peuple français. Moi, je parle pas de musulmans, moi. Déplacer le problème sur un terrain religieux, je ne dis pas qu'il ne se pose pas le problème religieux, à une certaine échelle, mais je dis que ce n'est pas le fond du problème. L'islam est le vernis de l'africanisation de la France. Il n'y a pas d'Africains en France, il y a quasiment pas d'islam, si tu veux. Ça existe, les Français de souche, qui se convertissent à l'islam, moi j'en connais, qui sont même des gens très bien, tu vois, qui sont parfois, pour certains d'entre eux, des très bons camarades de lutte. À titre personnel, je préfère que l'humanité entière soit chrétienne, tu vois. Mais voilà, je ne limite pas les gens à leur étiquette, tout en espérant que chacun un jour rejoindra la croix du Christ, bien entendu. Mais si tu veux, encore une fois, moi je n'aime pas quand on dit les musulmans, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et tu vois, quand on parle des problèmes des gens issus de la diversité, tous les subsahariens, enfin pas tous les subsahariens, mais une grande partie des subsahariens, qui posent beaucoup de problèmes
aux populations françaises au quotidien ne sont pas musulmans. Mais dans le discours dominant, et y compris dans le discours de la nouvelle opinion publique et même de la sphère dite dissidente, on parle de musulmans, mais ça n'a aucun sens. C'est une concession faite à la novlangue. La vraie question qui est posée est culturelle, si tu veux. Elle est beaucoup plus large que la question religieuse. Mais encore une fois, donc des Albert Ali à petite dose, pourquoi pas, tu vois. Bon, de toute façon, il y en a à petite dose. Et comme je te l'ai dit, quand l'heure de vérité arrivera, les gens qui se sont véritablement fondus dans la population française resteront et seront acceptés par la population française, et les autres repartiront, tu vois. Et ça se fera, je pense, sans contrainte. Tu vois, quand il y aura une réaffirmation culturelle de la France et quand on aura coupé les allocs, en gros, quand la prise de confiance sera terminée, le problème va se régler très simplement. Et la preuve que ça se réglera très simplement, c'est qu'on n'est même pas au courant qu'il y a déjà eu une réimmigration dans les années 30. Ouais, non. Tu vois ce que je veux dire ? L'Algérie, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en Algérie. Tu considères que c'est une rémigration pour les Français? Pour les pieds noirs, c'est compliqué parce que si tu veux, pour les Européens qui étaient venus en Algérie, effectivement, au cours du 19e siècle, c'est une forme de remigration. Oui, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que, aujourd'hui, on a acté qu'il était normal que les pieds noirs soient tous rentrés en France. Mais dans ces cas-là, c'est valider le concept de leur migration. Le système valide leur migration. Il la valide. Sans que là, pour le coup, c'est pas tout à fait comparable parce que les pieds noirs avaient moyennement le choix quand même. Je pense que le FLN n'aura pas forcément fait de cadeau s'ils étaient restés. Ouais, tu penses que ça serait très mal passé Mon petit doigt me le dit, ouais. Il y en a qui pensent ça, il y en a qui me disent ça, j'aimerais bien avoir un débat un jour là-dessus parce qu'il y en a plein qui me disent alors côté algérien on me dit non ce serait bien passé, non, mais attends, la population locale non c'était terrible. Alors, moi tu vois, je connais des gens qui ont vécu en Algérie et ils me disent que le peuple algérien est fou amoureux de la France, tu vois. Ils me disent, dès que tu dis que t'es français ou tout ce qui vient de France, ils adorent. Même dans la langue algérienne au quotidien, il y a beaucoup de mots français qui sont passés. Ouais. En revanche, le FLN, je le regrette, mais il est il est structuré par une haine viscérale de la France. Et là, il suffit d'écouter les paroles des mecs. Je veux dire, ces mecs-là n'hésitent jamais à nous cracher à la gueule. S'il fait pas beau, s'il fait plus chaud en Algérie en été qu'en hiver, c'est la faute de la France. Ils ont aussi en Algérie, ce FLN s'est bâti aussi son identité contre la France. Le FLN doit pas oublier un truc quand même, c'est que si l'Algérie survit aujourd'hui, c'est parce que De Gaulle leur a donné le Sahara et le pétrole qu'il y a avec. Donc, moi, si le FLN était cohérent, il érigerait des statues de De Gaulle partout en Algérie. Tu vois ? Parce que c'est grâce au pétrole algérien du Sahara qui n'avait jamais été algérien, je le précise quand même, qui n'avait jamais été dans la zone d'influence de l'Algérie, si tu veux. D'ailleurs, une bonne partie est au Maroc, il me semble. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, si le FLN était cohérent, il mettrait des statues de Gaulle. Et donc, le FLN tous ces milliardaires du FLN doivent leur pognon quand même à De Gaulle et à la bêtise française de l'époque qui a lâché le Sahara. Moi je pense qu'on a dû le garder, le Sahara. Je dis franchement. Mais on n'aurait jamais pu le garder sans les Algériens. Mais il n'y a pas d'Algériens au Sahara quasiment géographiquement. Ouais, mais comment on aurait fait? On aurait fait couper le pays en deux, on aurait fait un pays indépendant au nord et on aurait eu des accords avec le Maroc, on aurait eu des accords même avec l'Algérie, tu sais, on aurait pu faire des accords de libre-échange et puis on vous donne une partie du bif, tu vois, c'est. Il y a moyen de s'arranger, tu penses? Bien évidemment. Ouais. Mais tu penses que, par exemple, toi, tu penses que c'était inéluctable l'indépendance d'Algérie ou alors il y aurait pu avoir une Algérie française? C'est une très bonne question. Parce que ça, c'était une question qui se posait dans les années 50 en France, quand même. C'est difficile comme question. Il y a un livre que j'aime beaucoup du Bachaga Boualem, qui s'appelle Mon pays la France. C'est un Algérien musulman qui était pour l'Algérie française et dont la fille, je crois, s'est mariée d'ailleurs avec le fils d'un leader de l'OAS, tu vois. En fait, pour dire, à terme, l'Algérie, pour rester française, aurait dû se convertir au christianisme, si tu veux. À partir du moment où tu as une masse culturellement non française, tu vois, et à partir du moment où tu veux que ces gens-là ne soient plus soumis au statut d'indigène, en fait, la seule solution, c'était de les convertir au christianisme. Ce que Louis-Philippe a refusé. Louis-Philippe a interdit les conversions en Algérie. Parce que lui, qui était franc-poisson, ne voulait pas augmenter les rangs du camp d'en face. Pas bête. Mais à partir du moment où on n'a pas converti ces gens-là, à partir du moment où on ne leur a pas fait partager notre civilisation, tu vois ce que je veux dire ? À partir du moment où on ne leur a pas donné notre socle civilisationnel,
À terme, il ne pouvait pas y avoir par contre, on aurait pu faire une partition du territoire, tu vois, on aurait pu... Enfin voilà, il y avait De Gaulle a... Il a bâclé un peu cette affaire, De Gaulle, à la fin. Il a bâclé un peu, il a complètement bâclé, il a tout lâché. C'est rigolo, c'est que lui a fait en Algérie ce qu'il a reproché à Pétain. C'est qu'il a tout lâché au FLN, De Gaulle. Il a tout lâché, et ne jamais oublier une chose quand même, c'est qu'il a abandonné 1,5 million de Français. De Français. Il a abandonné 1,5 million de Français. Et que penser d'un homme qui agit de la sorte ? 300-400 000 harkis aussi au passage, parce que les harkis... Mais si tu veux, je vais dire un truc. Bon, qu'il y a un fond de racisme chez De Gaulle, je ne l'excuse pas, je ne dis pas que c'est pas grave, mais on comprend la logique, si tu veux. Maintenant, quelle est la logique de quelqu'un qui se dit patriote et qui abandonne 1,5 million de ses compatriotes ? Ces gens-là, ce monsieur-là, vient donner des leçons de patriotisme à Pétain ? On se fout du monde. C'est une plaisanterie. Et toutes les casseroles de Vichy réunies ont fait moins de morts que le massacre des harkis, je le rappelle quand même. Hein. Je le rappelle. Et toutes les casseroles réunies de Vichy n'ont pas conduit à ce drame humain, qui a été l'exode des pieds noirs. Hein, bon, je m'en Parce que les harkis, c'est vrai qu'on a appris que même il y en a certains que les militaires français faisaient passer dans les bateaux clandestinement. Bien sûr, arrivant en France, les autorités les reprenaient, les renvoyaient en Algérie à la mort. Quoi. C'est l'armée française qui a sauvé l'honneur sur la question des harkis. Oui, c'est ça. Oui, c'est l'armée française. Parce que semble-t-il, ce sont des officiers qui désobéissaient aux ordres et qui ramenaient en fait les familles avec eux en disant tout à fait. On se moque des ordres. Là, pour le coup, les harkis se sont vraiment fait enfiler. Hein. C'est vraiment atroce ce qui leur est arrivé. Sachant qu'il y avait beaucoup plus, pendant la guerre d'Algérie, il y avait beaucoup plus de harkis que de combattants du FLN. Hein, il faut le savoir, ça, en termes de chiffres. Anis Al-Faïda te parlait mieux que moi de cette question-là. Mais donc voilà, donc l'Algérie, vaste question, très vaste question, question très compliquée. Mais à partir du moment où on ne partage pas un socle civilisationnel commun, on ne peut pas vivre ensemble. Et ce que je te dis pour l'Algérie de l'époque vaut pour la France d'aujourd'hui. Ouais. Ça va plaire. On me dit quand on regarde le FLN et ses crimineux, ça s'annonce mal avec nos 7 millions d'Algériens. Voilà, donc je comprends pourquoi ça s'embrouille sur le chat. Effectivement, il y a les deux visions qui s'opposent. On va pas repartir quand même sur... Parce que tu vois, cette affaire d'Algérie, ça me fait penser un peu comme Pétain de Gaulle. J'ai l'impression que c'est pas soldé tout à fait entre la France. Non, mais c'est pas soldé, bien sûr que non, c'est pas soldé. Bien sûr que non, c'est pas soldé. Et notamment parce que si tu veux, les Algériens qui sont en France, qu'ils aient la nationalité française ou pas, n'ont pas d'Algérien. Oui, c'est... oui. Mais je dis, mais je comprends tout à fait votre rancune. Je la comprends tout à fait. Maintenant, les mecs, on peut pas avoir le beurre à l'argent du beurre. Hein. On peut pas avoir la haine de la France à l'ERSA. Bah oui, mais regarde, par exemple, toi t'es né dans les années 80, ça faisait 20 ans que c'était à la dépendance d'Algérie, t'as plus rien à voir, toi. En outre. Enfin, toi, en tant qu'Adrien, t'étais pas mêlé ni politiquement, ni de près, ni de loin à cette affaire d'indépendance Algérie. Dis-moi, on n'était pas nés quand tout ça est arrivé. Mais est-ce qu'on doit encore supporter le poids de ça encore après Moi, personnellement, je t'avoue que moi, la colonisation, bon, j'aurais préféré qu'elle n'ait pas lieu. Et d'ailleurs, on la paye très très lourdement, la colonisation, c'est ce que je veux dire. Hein. Mais est-ce que c'est, y a pas un paradoxe? Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que on le paye effectivement les conséquences peut-être aujourd'hui. Mais est-ce que la France, sans la colonisation, elle aurait connu la grandeur? Tu parles de quoi là? La grandeur internationale, la présence internationale. Non mais attends. Le moment où la France est lancée dans la colonisation, c'est justement le moment où la France a commencé à se péter la gueule. La colonisation, c'est quoi fondamentalement? C'est l'Algérie en 1830. Ah, moi je la plaçais avant. Je place à partir de la colonisation de l'Amérique. Alors, ok, d'accord. Donc ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Mais si tu veux, c'est pas du tout comparable si tu veux avec la colonisation de l'Afrique. C'est complètement différent. Et d'ailleurs, en quoi c'est différent? C'est que justement, dans ces endroits-là, nous avons partagé notre socle civilisationnel commun. Tout à fait. D'ailleurs, on l'a gardé. Et pourquoi mais j'arrive. C'est que pourquoi nous le gardons? C'est parce que nous avons malgré tout des choses à partager. Nous avons une civilisation à partager. Et ne nous mentons pas, ce ferment, c'est le christianisme. C'est pas étonnant si un député de gauche, de je ne sais plus quel dom-tom, a dit que le mariage gay risquait de mettre à mal l'unité de la France de ce point de vue-là, si tu veux. Bien sûr, à l'Assemblée. Il avait raison. Mais si tu veux, là, il y a eu vraiment... c'est pas du tout comparé avec l'indigénat qui a mis en place la République. Mais pour parler de la colonisation africaine, parce que tu vois, quand on parle de ressentiment colonial, on parle pas des descendants d'Indiens, d'Amérique, tu vois. On parle des Africains, quand on se ment pas trop. Il y a eu la colonisation de l'Algérie en 1830, qui a commencé en 1830, mais sinon la colonisation des autres zones de l'Afrique, ça a commencé très tardivement. C'était dans les années 80, si tu veux. C'est pas la période de grandeur de la France. Hein. Les périodes de grandeur de la France, les deux plus grandes périodes de grandeur de la France, c'est le XIIIe siècle et le XVIIe, si tu veux. Ça n'a rien à voir avec la colonisation. La France possède en elle-même tous les ressorts de sa propre grandeur. Ou même la France de Clovis, de Charlemagne, si tu veux, elle n'avait rien à voir avec la colonisation. La colonisation...
de l'Afrique en tout cas était une preuve de faiblesse, puisque c'était l'exportation, enfin c'était une preuve de dérèglement, parce qu'on croyait apporter à la civilisation en répandant l'anti-France, tu vois, en répandant les Lumières. Ce qui était complètement délirant. C'était vraiment complètement délirant. Sachant que si les gens veulent se renseigner sur l'histoire de la colonisation, je recommande les bouquins de Baudelomeni sur les responsabilités des dynasties bourgeoises. Et il évoque pourquoi, par exemple, Jules Ferry a lancé la colonisation de la Tunisie. Notamment parce que son frère était impliqué dans une banque franco-tunisienne ou franco-égyptienne, je ne sais plus, qui avait intérêt à faire exécuter des contrats conclus entre le Dey et diverses banques et compagnies d'assurance françaises, tu vois. C'est l'histoire de pognon, la connexion, c'est vraiment répugnant. C'est répugnant. C'est vraiment... Mais tout ça pour dire que la colonisation, on l'a payé très cher. Hein, et la contre-colonisation que vit la France est un châtiment. C'est un châtiment. Je veux dire, mais il y en avait certains qui avaient prédit un peu cette situation. Oui, Charles de Foucault, notamment. Et d'ailleurs, il avait dit, hein, si on est la France deviendra la colonie de ces colonies. Ah non, ça c'est Édouard Herriot. Ah, c'est Édouard Herriot. Ça c'est Édouard Herriot. Mais bon, ce mec était une quiche, hein, pour le coup, Édouard Herriot. C'est une baudruche républicaine, comme on a fait tant, enfin comme la Troisième République en a tant fait. Et celles qui ont suivi d'ailleurs. Hein. Mais très concrètement, tu vois, on parle toujours du vivre ensemble. Moi, je ne veux pas vivre ensemble. Je veux vivre français. Et les gens avec qui j'échange socialement sont des gens avec qui j'ai des choses à partager. C'est des gens avec qui je suis sur la même longueur d'onde. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ? À partir du moment où on ne fait pas de gens des Français, où on ne leur transmet pas notre socle civilisationnel, on ne peut pas vivre ensemble. C'est pas vrai. On veut vivre chacun comme en fait, le vivre ensemble, c'est une façon hypocrite de dire vivre chacun de son côté. En fait. Parce que non, vivre ensemble, c'est un mythe. C'est-à-dire que personne ne veut vivre ensemble. D'ailleurs, si les gens voulaient vivre ensemble, les frontières n'existeraient pas. C'est tout. Et j'ai même envie de dire, si les gens voulaient vivre ensemble, la porte de votre appartement n'existerait pas. C'est tout. Personne ne veut vivre ensemble. Ça, c'est une connerie de gauche, encore une fois. La gauche rend bête, hein, je l'ai toujours dit. L'idéologie dominante de gauche, la fatigue ça. L'idéologie dominante de gauche rend con, et ça te fout dans le crâne des maximes comme le vivre ensemble, comme l'immigration chance pour la France, comme l'Union européenne propage la paix, etc. Enfin, voilà. Alors, me dire en quoi la différence de socle culturel commun est-elle un frein au vivre ensemble, justement ? Parce que, selon vous, la solution serait-elle une sorte de communautarisme ou de société communautaire ? Non, la solution, c'est la réaffirmation culturelle de la France, pour que les Français renouent avec l'âme de leur pays. Et ensuite, dans un deuxième temps, la remigration, sachant que tout cela s'enchaînera. Maintenant, en quoi le fait de ne pas avoir la même culture empêche le vivre ensemble, ou de partager, si tu veux, au quotidien, je te dis, regardez autour de vous. Quand on n'a pas la même culture, on ne vit pas ensemble. C'est tout. Et il suffit d'être au contact d'une réalité non pas multiculturel, mais on va dire pluriculturel, pour être mieux compris, pour le savoir. On le sait tous, on le sait tous, on le vit tous. Maintenant, j'aimerais que les gens arrivent à faire des conclusions tirées de leurs constatations, si tu veux. On le vit tous et on le sait tous. Mais il y a beaucoup, dans la société française, il y a une hypocrisie colossale sur la question de l'immigration. Colossale. Et beaucoup de gens se mentent. Beaucoup. Les Charlie en particulier, d'ailleurs. Tu vois. Ceci étant, ils se mentent pas jusqu'au bout. Parce que tu vois, tous ces bobos pseudo-antiracistes du 18e, tu vois, qui mettent leurs gosses dans le privé pour pas les foutre, tu vois, avec les gosses, tu vois, de la goutte d'or. Non, mais c'est-à-dire que, bon, quand l'instinct de survie arrive, là, l'idéologie s'érode un petit peu, quand même. Hein. Mais donc... c'est très intéressant la question de ce métanote, parce que c'est la preuve que son esprit a été déréglé par la gauche. Donc, cher métanote, je te le dis vraiment très simplement. C'est corrosif. Moi, si tu veux, j'ai rien à partager avec le Malien de Montreuil, quoi. Très concrètement, j'ai rien à partager avec lui. Je dis pas qu'il est méchant, je dis pas que c'est un salaud. Je dis que je n'ai rien à partager avec lui. Je pense que si je lui parle de Baudelomeni, il en a rien à foutre, quoi, concrètement. Et que tu penses que les socles culturels sont complètement... C'est pas que je le pense, c'est qu'ils le sont. Ils sont complètement différents. Complètement. Et encore une fois, je crois pas délirer en disant ça, et c'est la réalité. Tu vois, moi, je fais pas d'idéologie sur cette question. Les points de vue qui sont les miens sont tirés de mon vécu.
tu vois, et des anecdotes les plus élémentaires, tu vois. Et sachant que je sais que les gens font semblant d'être choqués quand je parle de ça, mais quand tu parles avec eux en privé, les yeux dans les yeux, tu dis franchement, allez, on se dit la vérité, ils pensent comme moi. Mais il y en a beaucoup qui n'osent pas parler aussi. Oui, parce qu'elle est sûrement politiquement correcte, parce qu'on a peur de se faire traiter de raciste. Oui, parce que si on parle, je veux dire, allez, ouvertement d'immigration, quelqu'un qui se positionne contre, immédiatement, il est taxé de raciste. On va dire, si tu es contre l'immigration, c'est que tu es raciste. Alors que ça n'a aucun rapport. Tu vois, moi, personnellement, en tant que chrétien, je condamne le racisme. Tu vois, il ne faut pas être dans la haine de l'autre au motif qu'il n'a pas telle ou telle étiquette. Mais c'est pas parce que je suis contre le racisme que je suis favorable à ce que la moitié de l'Afrique débarque. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, tu prends un Congolais de base. Tel Congolais de base est contre le racisme, mais si tu le dis au fait, est-ce que ça t'intéresse que la moitié de l'Europe applique, ou la moitié de l'Asie? Je suis pas certain qu'il valide. Je suis pas certain qu'il valide. Bah d'ailleurs, bon, ça, ouais, je prends l'exemple, mais au Cameroun, au Nigeria, il y a des manifestations effectivement contre la présence de l'immigration chinoise, puisque les Africains sont excédés un peu pour les mêmes raisons, puisqu'ils pensent que les Chinois vivent trop entre eux, ne se mélangent pas, etc. Mais l'immigration est une violence. C'est une violence, tu vois. Moi, je souffre physiquement. Tu vois, quand je suis allé à la Cour-Neuve, j'ai souffert physiquement. Le spectacle qui m'est offert est un clash visuel. Parce que je suis dépossédé de mon pays. Et je ne me sens pas chez moi. Et j'ai raison de ne pas sentir chez moi. Et quand je suis chez moi, je me sens en sécurité. Mais quand tu n'es pas chez toi, bah, tu te le sens moins. Parce que tu n'es pas maître des lieux. Alors, on me dit... Adrien, aurait-il quelque chose à partager avec Kevin, candidat des ch'tis à Mykonos? Ouais, bon, ça je... Ouais, mais Kevin, candidat des ch'tis à Mykonos, tu vois, il a en lui une anthropologie française. Donc, en fonction de son libre arbitre, en fonction de ce qu'il a en lui, soit il basculera dans le jacobinisme, soit il retournera vers l'âme de la France. Et tu vois, moi, il y a beaucoup de gens qui me contactent et qui me disent « j'ai été un débile, tu vois, pendant des années, et puis là, je redécouvre mes racines, je redécouvre la religion, et c'est une deuxième vie. » Et tu vois, donc moi, ce Kevin Deschty, bon, je sais pas qui c'est, mais je dis, il a en lui une anthropologie, entre guillemets, réveillable, tu vois, que le Malien de Montreuil n'a pas. Le Malien de Montreuil, il est malien, c'est parfaitement respectable, j'ai aucun problème avec ça, mais je ne peux pas éveiller en lui, si tu veux, ce qui est réveillable en lui, ce n'est pas l'anthropologie française, c'est l'anthropologie malienne. Il sera peut-être plus, influencé par un Kémy Séba, par exemple, le discours d'un Kémy Séba. Alors là, ils ont mis des pavés, les mecs. Un petit peu court, là. Là, ouais, faites un peu plus court. Là, Issa Azad, là, c'est un petit peu long. C'est bon. C'est pas grave, je vais prendre une autre question. On me dit comment se positionner lorsqu'on est issu de l'émigration, se faisant étant interdit d'accès au socle français et francophone. Autrement, on est taxé de vouloir être plus français que français, n'ayant aucun intérêt pour les socles duquel on est censé être issu. Là, il parle du chantage. C'est vrai qu'il y a un chantage qui s'exerce sur ces... je vais te dire un truc. Si cet individu ne se sent pas de lien avec le socle de ses parents, et que il se sent, proche du socle français, c'est très bien pour lui, mais moi j'attends qu'il le soit vraiment. C'est-à-dire, pas un pied dedans, un pied dehors. Tu vois ce que je veux dire? C'est ou l'un ou l'autre. Après, moi, personnellement, je n'ai rien contre le fait qu'on adopte véritablement le socle français. Non, oui. Mais je constate... Après, si tu veux... Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il se fait... il est ostracisé dans son propre camp, quoi. Parce qu'on lui dit, tu veux faire le français. Ouais, mais il faut choisir. De ce cas-là, tu dis, si tu veux faire le français, écoute, oui, et alors? Je vis en France. Tu vois, je te parlais de mon pote avocat d'origine algérienne. Il me racontait que son père lui payait des leçons de français. Et son père, dans son milieu, on le critiquait, on lui disait mais pourquoi tu donnes pas des leçons d'arabe à ton fils plutôt que des leçons de français? Il dit parce qu'il vit en France. Donc les gens qui se foutraient de la gueule de quelqu'un qui souhaite acquérir la civilisation française et être acquis à la cause française, il faut leur répondre, mec, t'es un bouffon. Point. C'est tout. C'est le verre, parce que pour le moment, on va dire dans les quartiers, c'est celui qui prendrait la France qui est pris pour le bouffon. J'entends bien, mais est-ce que les gens des quartiers sont des modèles de réussite? Est-ce que l'économie parallèle est un modèle de réussite? Est-ce que le chômage de masse est un modèle de réussite? Et je dis ça sans mépris. Je constate qu'il y a une réalité qui est comme ça. Tu vois, moi, tu vois, mon pote avocat dont je te parlais, il venait d'une cité, il y avait des dealers et compagnie. Il en a rien à foutre des ondis. Est-ce que tu crois pas que
justement, allez, je vais l'appeler la Kaira culture, qui est la culture favorite. La street crédibilité. La street crédibilité, la culture favorite en tout cas de chaînes de télé comme Canal+, qui adore mettre ça en avant à travers des reportages, des animateurs, des attitudes, etc. Et cette Kaira culture donc, est en train de se populariser auprès des jeunes des quartiers, comme si, puisqu'on leur a pris leur culture, puis on l'a portée comme une espèce de culture populaire. Mais est-ce que c'est pas un piège qui leur est tendu, c'est un putain de piège, qui va les conserver dans leurs conditions sociales et justement leur empêcher toute élévation, toute forme même d'élévation sociale. Moi, ma vision ultra complotiste du rap et de la street crédibilité, c'est de dire que ça a été inventé par les blancs pour être certain que les noirs et la ne reviendra jamais à leur niveau. Là, c'est gagné là. Non, mais ça, c'est le piège ultime. Et c'est ça, si tu veux, moi ce que j'ai remarqué avec les Wesh Wesh, c'est que ce sont des patriotes de la street crédibilité. C'est-à-dire que fondamentalement, s'ils veulent sauver leur peau socialement, il faudrait qu'ils abandonnent toute cette merde. Mais quand tu leur dis ça, ils le prennent comme une insulte contre leur propre personne. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'ils déifient ce qui les a réduits au néant social. Parce que tu vois, concrètement, la Wesh Weshitude, c'est l'impossibilité de trouver un job digne de ce nom, et c'est dur de trouver une femme aussi. Parce que tu passes pour un bouffon, concrètement, tu vois, auprès des femmes. Donc ça les maintient en plus dans une position sociale inférieure. C'est la tête sous l'eau. Et c'est sûr que tu restes à ta place. Ah non, mais ça c'est clair et net. Et le rap est un viol des cerveaux, quoi. Il a violé des cerveaux et il a fait un mal fou à ces populations. C'est évident. Et ce rap, là, bon, c'est là que moi, c'est sûr que je vais trop rejoindre. Ils vont dire ça y est, il a bosifié. Mais parce que c'est la gauche qui a quand même mis le rap en avant. Je le sais, moi qui suis rappeur, je sais très bien. Je vais pas justement, voilà, je vais pas me mettre des œillères derrière les yeux. Je sais très bien que la gauche a encouragé le rap, a favorisé le rap et a favorisé aussi ce discours-là. Parce que ce discours, il le cautionnait. Je me rappelle d'un interview de Jack Lang par Olivier Cachin, tu vois. Je me rappelle qu'il y avait eu Kerry James qui avait fait un concert pour Ségolène Royal, je crois, en 2007. Peut-être que je me trompe là, à vérifier. Mais bien entendu, c'est la gauche qui défie le rap, c'est évident. C'est évident, tu vois, la gauche a une xénophilie, et comme le rap est fait essentiellement par des gens issus de l'immigration, bah forcément le rap est génial, tu vois. Alors moi aujourd'hui je peux plus faire de concert parce qu'il paraît que je suis classé extrême droite. Alors la dernière fois c'est choquant, quelqu'un a voulu en faire un concert, tu vois, on a dit ah non tu pas, c'est l'extrême droite maintenant. Bon c'est terminé. Dans la bouche de quelqu'un de gauche c'est un compliment, t'inquiète pas. D'accord. Faut le recevoir comme un compliment, je veux dire. On me dit héritier de quoi, monsieur Adrien? Vous l'avez dit vous-même, la France est un pays multiculturel fondé à partir du baptême de Clovis qui dans son sang n'est pas bâtard. Quelles sont vos origines ancestrales et celles de Jésus s'il vous plaît, donc vous vous revendiquez? C'est LDR. Là il y a vraiment un gloubi-boulga global. Ouais. Quant Clovis, la France est une nation civilisationnelle. De plusieurs composantes, on a fait naître une civilisation avec un socle commun qui s'est décliné en fonction de diverses régions françaises, si tu veux. Mais il y avait quand même un socle commun que je t'ai décrit plus loin. Donc tu peux le redire. Donc je le répète, c'est une anthropologie celte essentiellement, parce que tu vois, les Francs, c'était pas grand-chose, hein, c'était quelques dizaines de milliers de soldats, donc c'était vraiment pas grand-chose. Peut-être 100 000 à tout casser, quoi. Hein. Donc une anthropologie celte, une culture gréco-latine, hein, on le ressent dans notre langue, la France c'est le pays du logos, hein. C'est pas pour rien que Descartes a réinventé le logos. Et la spiritualité catholique. Voilà, c'est ça le socle. Et après, la question était un peu longue. Ouais, et il dit justement que la France, voilà, c'est multiculturelle, et celle de Jésus. Il demande c'est quoi alors les origines de Jésus? Parce que Jésus, il n'est pas français, ça on avait bien compris quand même. Non mais bien sûr, mais si tu veux, c'est tellement bête en fait comme réflexion, je sais pas quoi dire quoi. C'est que sous prétexte que Jésus n'est pas né en France, la France ne pourrait pas être chrétienne, enfin c'est complètement con. Je dis qu'il y a un socle culturel français qui est celui-là, qui est celui que j'ai décrit. C'est pas moi qui l'invente, c'est les livres d'histoire qui le décrivent, tu vois, c'est comme ça. Je ne peux rien dire de plus. Tu vois. Et c'est comme si on devrait rejeter le latin et la langue française au motif que ça vient de Rome, tu vois, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On me dit aussi, alors Adrien, que fais-tu si la culture française telle qu'elle est entendue aujourd'hui va à l'encontre des principes de base du christianisme? Ce qui va à l'encontre des principes du christianisme, ce n'est pas la culture française, c'est la culture jacobine. Tu vois, la théorie du genre, le mariage gay, tout ça, ce sont les fruits du jacobinisme. Ce n'est pas la culture française. Après, que dans la culture française, il y ait des choses qui vont à l'encontre du christianisme, oui, ça arrive, hein, tu vois, les Lumières, on est une illustration, mais ça doit être pris comme tel, c'est-à-dire un fruit pourri de la France, c'est en vérité un fruit de l'anti-France.
Alors, on me dit aussi... Tac, attends, il faut que je remonte parce que j'en ai vu. Voilà. Pour la remigration, pensez-vous qu'il sera nécessaire d'abandonner notre emprise politique et financière sur les pays africains ? Alors déjà, elle est plus si grande que ça, puisque Chirac en particulier a beaucoup lâché aux Américains. Ouais. Je pense que c'est hors sujet. Sincèrement, je pense que ce sont deux questions indépendantes l'une de l'autre, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique est un continent en pleine croissance d'un point de vue économique, contrairement à ce qu'on pourrait croire, même s'il y a des pays qui sont bien entendu dévastés par la famine et diverses fléaux. Mais il y a le franc CFA quand même. Mais il y a aussi ça. Mais si tu veux, mais l'Afrique ne se limite pas à l'ancienne zone d'influence française. Tu vois ce que je veux dire ? Ceci étant... Enfin, ceux qui sont ici, ils viennent quand même plus de l'ancienne influence française que de l'ancienne influence anglaise. Bien sûr. Très peu de Nigérians ou de Kenyans encore. Tu as raison. Mais ceci étant, l'idée de l'immigration implique aussi effectivement que les pays d'Afrique retrouvent des conditions pour leur propre développement. Donc on peut, de ce point de vue-là, tu vois, je vais aller dans le sens du métanote, faire la jonction entre l'un et l'autre. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que on a beaucoup lâché. La France-Afrique existe encore, mais Chirac a beaucoup lâché sous la Clinton. Et puis il paraît que justement, on est beaucoup maintenant un peu valet des Américains sur cette affaire. Mais bon, pas que sur celle-là. Ouais. Je vais te le dire. Ça, à la limite, s'il y avait que ça serait pas mal. Ça serait pas mal. On me dit, mon petit Adrien, permettez-moi, je pourrais être votre grand-mère. Donc, où vais-je si votre projet de France théocratique se réalise ? Je suis française depuis au moins mon ancêtre Jacou le Croquant. Je suis ni de droite ni de gauche. Bien que baptisé et élevé dans la religion, je suis devenu agnostique à 20 ans et positivement athée. Bébête, comme vous dites, après 45 ans. Non, je ne suis pas pucelle non plus, j'ai 2 enfants et 2 petits-enfants. Alors qu'allez-vous faire de moi me clouer sur la croix ? C'est Geneviève Tabouis. On lui passe le bonjour. Mais ma chère Geneviève, vous êtes une jacobine, vous avez le droit de l'être, mais moi j'ai le droit d'être français. Elle est fâchée. Mais Geneviève est fâchée parce que le pire ennemi du jacobin est le français. Le jacobin aime l'algérien, il aime le marocain, il aime le chinois, il aime l'israélien, il aime le saoudien, il aime l'hindou. Mais non, parce que le français est son rival. C'est le français qu'il doit effacer pour faire venir le nouvel Adam, pour faire venir l'homme nouveau. Donc, chère Geneviève, vous êtes une jacobine et c'est votre droit le plus strict. Mais moi, mon droit le plus strict, c'est d'être un ennemi de l'anti-France et d'être un Français fidèle à l'héritage spirituel de la France. Bon, voilà, Geneviève, mais en tout cas, ça ne retire pas le fait que Geneviève est très certainement une bonne mère. Voilà, etc., non, etc. plus grand respect pour Geneviève. Alors, on me dit, le socle civilisationnel dont tu parles, Adrien, n'a-t-il pas été surtout vécu par une certaine élite et non par toutes les couches de la population française ? Mais bien sûr que non. Une société ne peut tenir que si des valeurs communes sont partagées, sinon c'est l'anarchie. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est ça qui a fait voilà, la société française. C'est comme si tu me disais par exemple, est-ce qu'aujourd'hui en Arabie Saoudite, il n'y a que les élites qui sont musulmanes. Tu vois, ben non, de toute façon, par définition, si tu veux, un peuple, qu'est-ce que c'est ? Un peuple, c'est un regroupement d'individus qui, plutôt ce sont des individus qui se réunissent pour faire vivre une culture qu'ils ont héritée et qu'ils veulent transmettre. Donc par définition, il y a ce lien dans une communauté de base, si tu veux. Donc, s'il n'y avait eu que les élites, il y aurait eu un délitement de la nation française depuis très longtemps, sachant que n'oublions pas que la France est le plus vieil État-nation du monde. Nous sommes un État-nation qui a 1500 ans. La société française est la plus vieille au monde. Nous sommes le pays enraciné par excellence. Tu vois, nous sommes le pays de la transmission par excellence. Mais attends, même les Chinois, ils sont plus vieux. Alors, les Chinois, tu as raison, la civilisation chinoise est plus vieille, mais si tu veux, la Chine en tant qu'État unifié, les moins. Mais admettons, on est le deuxième, mais bon, tu vois, c'est pas... le premier en Europe. Et de loin, et de très très loin. Alors, on me dit quoi encore ? Adrien, les méthodes jacobines se retrouvent chez de plus en plus de pays. Pensez-vous à une conspiration mondiale ? Non, c'est l'évolution... si tu veux, c'est une lente déréglementation de l'esprit des civilisations européennes, qui a commencé en vérité, faut remonter assez loin, faut remonter à l'humanisme, c'est-à-dire au XIVe siècle, où ça a vraiment commencé il y a vraiment eu un dérèglement, si tu veux, des esprits qui était lent, qui était progressif, avec un règne de la matière qui allait en s'accroissant. Sachant que le coup de grâce a été donné par l'Angleterre lorsqu'elle a pris la place de la France en 1815, où là vraiment elle a imposé, si tu veux, ses normes. Elle a imposé, mais les autres pays l'ont accepté, hein. C'est-à-dire une norme de mercantilisation, si tu veux, elle a imposé l'heure du commerce, de l'industrialisation à outrance, etc. Le modèle économique français dans ces régimes est très 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 différent de ça. Nous primer la qualité, si tu veux, du produit sur la quantité. C'était un autre monde. C'est pas une conspiration, c'est juste que les anglo-saxons sont les plus forts depuis maintenant, hélas, très longtemps.
qui ont imposé leur système. Alors, je vais reprendre les dernières questions, parce que là, je pourrais pas tout prendre, hein, les gens, je préfère vous le dire. On me dit, alors, moi, Adrien, français arabe athée, il doit faire quoi en France? Je suis considéré comme un musulman alors que je ne crois pas en cette religion, tout comme Jésus et Moïse. C'est une très bonne question, mais après, si tu veux, là tu me parles de cas individuel. Oui, c'est. Mais je comprends cette question. Cette question, si tu veux. Mais le problème ne se pose pas d'un point de vue individuel. Il y a beaucoup de gens issus d'immigration qui sont des gens très bien. C'est pas le problème. Il faut poser la question d'un point de vue de la société et d'un point de vue de la cohésion de la collectivité française, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Après, ce jeune homme devra un jour choisir son camp. Et tu sais, il y a cette phrase, je crois que c'était de Raymond Aron sur Giscard d'Estaing, qui disait « Son drame, c'est qu'il a oublié que l'histoire est tragique ». Eh bien, le drame aujourd'hui, c'est que la société de consommation a tellement abêti les consciences, en tout cas beaucoup de consciences, qu'on a oublié que l'histoire est tragique. Et nous avons malgré tout encore un certain confort matériel, tu vois. On est les enfants gâtés de l'histoire d'un certain point de vue. Même si d'un autre point de vue, on est des enfants persécutés de l'histoire, parce que la contrepartie de ça, c'est l'aveuglement spirituel, et c'est la damnation, tu vois. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais donc, pour revenir à ce jeune homme, il devra choisir, mais choisir vraiment. Et je précise que le baptême n'est interdit à personne. Hein. Ouais. Soit dit en passant. On me dit, alors, Maurras qui était agnostique, était-il français ou jacobin? C'est beaucoup plus compliqué comme question. Mais je veux dire, c'est vrai que Maurras avait des crises de foi, mais ce qu'oublie ce métanote, c'est que Maurras préconisait pour la collectivité française le catholicisme. Tu vois ce que je veux dire? Maurras a eu des crises d'athéisme, mais il préconisait que le cadre français respecte ou se fonde sur la base du catholicisme, tu vois. Un peu comme, justement, on parlait tout à l'heure colonisation, cette colonisation en Amérique où on demandait aux Indiens, en fait, s'ils voulaient devenir français, juste de se convertir au catholicisme. Tout à fait. C'est l'édit de Richelieu. Voilà, l'édit de Richelieu, et c'était une condition de dire, il fallait être catholique. Finalement, ça se voit bien qu'on s'en foutait avec la couleur, finalement. Non, mais le peuple français n'est pas raciste. Mais il faut le rappeler quand même, cet épisode. Pour vivre ensemble, il faut partager un socle civilisationnel. Et ce que je dis là, c'est délirant que j'allais le dire, tellement c'est évident. Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement évident que, enfin voilà, c'est. Mais ça veut dire que si manque un des trois socles que tu as dit, ça peut quand même fonctionner, puisque là on proposait à ces Indiens de devenir français sans être d'anthropologie celte. Oui, tout à fait, parce qu'ils respectent le cadre global et parce qu'ils ne cherchent pas à l'altérer. Tu vois ce que je veux dire? Et aussi parce que c'était aussi des cas minoritaires. Tu vois, parce que si c'était des millions d'Indiens, on aurait un peu plus serré la vis. Mais ce qui est important, rappelle-toi, c'est la métaphore du bateau. Tout le monde ne correspond pas forcément aux composants du bateau. En revanche, le bateau, il est comme on est. Donc qu'il y ait des Français de diverses religions, pourquoi pas, mais, et d'ailleurs il y a eu des patriotes qui n'étaient pas catholiques, hein, il y a eu des patriotes protestants, il y a eu des patriotes juifs, je pense à Marc Bloch notamment, tu vois, mais ces gens-là, leur point commun, c'est que c'était des putains de patriotes, et qu'ils aimaient la France telle qu'elle est, ils aimaient leur cadre. Marc Bloch par exemple, tu vois, un historien que j'aime beaucoup, a écrit un très beau livre sur la société féodale. C'est-à-dire que la France est comme ça, et on ne la change pas, et on l'aime telle qu'elle est, et on la défend telle qu'elle est. Et pas pour ce qu'on voudrait qu'elle soit. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Accepteriez-vous un débat avec Alain Soral? Ouais, mais je vois pas sur quoi. Ouais, sur quoi ça va Après, c'est vrai que, bon, si tu veux, c'est... ça serait un peu un dialogue de sourds, c'est que je crois qu'il est gaulliste, moi je ne le suis pas. Il est de gauche, moi je suis de droite. La remigration, je ne sais pas vraiment s'il est pour, mais bon, en tout cas moi je le suis. La réconciliation, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc ouais, moi j'ai rien contre, hein, mais bon. Il y a Oblouda lui dit, étant allé dans un rassemblement royaliste, j'ai été ridiculisé comme voulant faire plus français que français. À nouveau parler de deux camps. Effectivement, comme Topal l'avait suggéré. Ça ne m'a pas découragé, mais navré. Moi, je connais beaucoup de royalistes. Sincèrement, c'est vraiment pas le genre de la maison de faire ce genre de truc. Alors après, on peut toujours tomber sur des cons, ça c'est vrai. Mais généralement, c'est pas du tout le genre de la maison de faire ça. Et ils sont très ravis de voir des gens qui viennent vers eux. Après, il faudra choisir son camp. C'est-à-dire que si on est intimement acquis à la cause française, il faut aller au bout du raisonnement, il faut pas s'arrêter en chemin. Tu vois, moi j'ai beaucoup entendu, tu vois, de maghrébins me dire ah mais attends, mais moi j'ai un petit côté franchouillard et tout ça, et puis dans la phrase d'après il parle du Maghreb et il dit ouais mais tu sais là-bas on est comme ça, et il s'inclut dedans. Il dit attends, t'es franchouillard ou t'en faut savoir, tu vois, il faut te positionner quoi.
Ouais, mais t'avais Ramayad qui disait oui, moi dans mon pays. Et puis en fait, elle est en train de parler du Sénégal. C'était joli, c'est 8-10 de la France. Au moins c'est clair. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'elle dit vous m'avez au Sénégal, mais vous m'avez compris. Oui, on a compris d'ailleurs. Mais ceci étant, j'aimerais qu'Emmanuel Valls dise aussi dans mon pays quand il parle de la République, pour qu'on comprenne bien qu'il ne parle pas de la France. Parce que Emmanuel Valls a quand même déclaré que l'extrême droite ne méritait pas la France. Puis quelle ordure. Mais la gauche qui est l'anti-France par définition, ose se permettre de dire qui mérite la France ou pas. Non mais allez vous faire foutre. Hein. Franchement. Voilà. En tout cas, je reprends. Allez, les dernières questions. On me dit, au XVIe siècle, quel était le socle commun entre un Normand et un Breton ? Le catholicisme. Voilà, catholicisme. Et puis même la langue, tu vois, qui n'était pas forcément la même entre parce qu'on parlait pas le français quand même. Tu vois, oui, mais malgré tout, tu vois, il y avait des interconnexions culturelles et puis surtout le catholicisme. Quoi. C'était vraiment le. Et tu sais, la France n'aurait pas tenu en tant que nation s'il n'y avait pas eu de lien culturel entre toutes ces provinces. Alors certes, la France a été faite par les rois, mais parce que les rois ont répandu justement les liens entre toutes ces provinces. Sans lien culturel, ça pète. Regarde la Belgique. Hein. Et question subsidiaire, les Corses, c'est des Français ? Bien sûr, ouais. Bien sûr. Après, il y a peut-être des Corses qui, eux, ne se considèrent pas comme Français, mais ils sont cohérents parce qu'ils rejettent le socle. Tu vois ce que je veux dire ? Tu le rejettes, t'as le droit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la cohérence. D'accord. Mais pour moi, bien sûr, ils sont Français, les Corses. D'accord. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup la mentalité corse, sur beaucoup de sujets, dans beaucoup de domaines. C'est peut-être la région la moins déracinée de France. Ah, ça leur plaira. C'est évident, si tu veux. Faut pas s'embrouiller avec les Corses, de toute façon. Les Corses ont un très grand amour de leur île. Et je sais respecter ça. Oui, mais ils ont un nationalisme aussi, quand même. C'est choquant, le nationalisme. Je mets le mot sur un. Mais quand même, on peut parler un peu de nationalisme corse. Alors, je vois ce que tu veux dire, autant pour au sens séparatiste, oui. Sincèrement, je suis pas convaincu que ça soit si majoritaire que ça. Tu sais qu'en 2003, il y avait eu une loi pour réformer les statuts de la Corse et en somme pour accroître son autonomie. Les Corses ont voté contre. Ils ont voté contre, tout à fait. Il y avait la réunion des deux départements en une collectivité unique. Je ne sais plus te dire précisément. Oui, c'était ça, ils ont refusé. Mais tu vois, donc les choses sont un peu compliquées. Il y a plus de gens qu'on croit qui aiment la France, faut pas croire. Mais il paraît, enfin, je vais faire ma mauvaise langue sur les Corses, mais il paraît qu'ils auraient refusé parce qu'ils auraient perdu dans l'administration des régions, parce que paraît-il, là-bas, il y en a qui vont faire des déclarations en Corse du Nord et puis en Corse du Sud, et ils profitent des deux départements. Je connais pas le dossier. C'est les mauvaises langues qui disent ça, hein. Voilà, mes amis corses, je sais pas. En tout cas, voilà, alors, allez, tiens, dernière question, as-tu changé de position sur Robespierre ? Était-il jacobin au sens de ta définition ? Il était hélas jacobin et je crois que... Mais c'était le moins pire. Ouais. C'était vraiment le moins pire. Je pense que c'est quelqu'un qui avait des bonnes... qui avait vraiment compris certaines choses. Il avait compris l'oligarchie de l'argent qui montait, tu vois. Mais il était prisonnier, malheureusement, de son logiciel. Mais tu sais, le problème de ces gens-là, c'est qu'à l'époque, les hommes d'église ont pas mal déconné. Donc si les hommes d'église déconnent, a fortiori... C'est très dur, si tu veux, de demander à un laïc de ne pas déconner, d'un point de vue chrétien. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas si je suis clair. Donc, le drame, moi j'ai toujours dit que le drame, si tu veux, c'est que Robespierre n'ait pas été un vrai ministre de la justice de Louis XVI et que Napoléon n'ait pas été un général de Louis XVI. Et là, la France aurait été connu le paroxysme de la majesté, je crois. Mais bon, c'est comme ça. Et bon, peut-être un jour, le retour du roi, tu sais, moi... Ah oui, ça, j'en suis convaincu. T'en es convaincu, comme Henri de Montalban. On en a parlé. Je suis convaincu. Ouais, le retour du roi. Peut-être pas demain. Nostradamus avait prédit qu'une nation européenne allait reconnaître un roi ou le retour d'un roi. C'est pas ma référence absolue, mais tu sais, moi, ma maxime politique, c'est celle de Jeanne d'Arc. Jésus-Christ, vrai roi de France. D'accord. Et un roi musulman ? Non, mais lui, je rigole. Bah écoute, merci Adrien, en tout cas, je pense super émission. Là, ils étaient un peu... tu les as réveillés. Hein, la difficulté, tu vois, c'est qu'on a parlé de beaucoup de sujets qui tous auraient mérité des développements. Donc des fois, j'ai été contraint d'être lapidaire et rapide sur des sujets qui auraient mérité des développements. Bon. Donc j'espère que j'ai été compris malgré tout. D'accord, moi aussi, j'espère. En tout cas, merci à toi d'être venu. Mais y a pas de quoi. C'est toujours un plaisir. Merci à la régie. Il y a tout le monde dans la régie. Oh là là, il y a même des Upériens. Je les grille à l'antenne. Et voilà.